Bonsoir à toutes et aussi aux autres. Nous sommes bien chez La Pérouse pour une conversation avec Michel Denisot. Conversation chez La Pérouse est une émission de Frédéric Becbédé sans aucun patron ni rédacteur en chef, ce qui veut dire que je suis strictement impossible à virer. Personne n'a préparé cet entretien à ma place. Ce soir, nous parlerons de toute première fois de Michel Denisot et quelques autres aux éditions Flammarion. 70 personnes. Michel Denisot s'est délégué. C'est la fin du générique, on peut enlever les casques. Bonsoir Michel, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, cette émission est financée par des sponsors, c'est des maisons d'édition qui me donnent de l'argent pour que je dise du bien d'un livre. Et là, c'est les éditions Grasset qui me rémunèrent pour dire du bien du prix Renaudot. Jacaranda. Il n'en a pas besoin. Absolument pas besoin. Mais je ne sais pas pourquoi, ils veulent peut-être que ce soit le cadeau de Noël. Ouais, j'ai un voisin à la campagne, il dit toujours qu'il faut en avoir de trop pour en avoir assez. Voilà. Donc c'est Jacaranda de Gaël Faye, bien sûr, que j'ai reçu dans l'émission. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce livre? D'ailleurs, j'étais dans le jury du Renaudot, j'ai voté pour lui. Ce qu'il y a de fort dans Jacaranda, c'est que c'est le génocide des Tutsis vu par un adolescent qui vivait à Paris et qui finit par retourner au Rwanda après 1 million de morts. Et là, il voit la reconstruction, il voit aussi les procès, il rencontre des gens qui sont évidemment complètement tétanisés, traumatisés par l'horreur. Et c'est un livre sur la reconstruction d'une jeunesse et d'un pays avec une innocence implacable. Voilà, et c'est vraiment très très beau, je le recommande. Cadeau de Noël parfait pour 2024. Fin de la publicité. Et maintenant, nous commençons l'entretien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je suis donc un ancien stagiaire du Grand Journal. Je me retrouve dans la position un peu de... Tu es dans le livre. C'est moi qui pose les questions maintenant. Et je suis dans le livre, oui, je suis dans le livre d'ailleurs. Oui. Cette émission n'a aucune déontologie, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est que... En général, tu reçois des écrivains, sauf aujourd'hui. Oh, mais non, pas du tout. Il y a ici le nom de quelqu'un en haut d'un livre. Mais... est-ce que je ne pourrais pas transformer cette émission en cours d'interview, puisque je suis avec un des meilleurs intervieweurs français. Donc, il faudrait que... Alors, d'abord, est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie? Comme vous voulez. Bon, alors, on va se vous voyer, j'ai compris le message. Mais un cours d'interview... Si on se tutoie, ça a l'air d'un entre-soi, ce qui est déjà un peu le cas. Oui. Et ça rajoute une couche, quoi. Donc, voilà. C'est mieux comme ça. Mais alors, un cours d'interview, c'est parce que je parle à quelqu'un qui a interviewé 15 000 personnes. Bon, déjà, comment est-ce que vous avez calculé ce chiffre? C'est une approximation. C'est une estimation de la Sofres à partir de statistiques sur moyenne par semaine, etc. Oui. Une fois, j'ai vu une image où c'est Mylène Farmer qui vous a interviewé. Oui. Elle a pris la caméra. Oui, une époque, on cherche toujours à changer la forme à la télévision, c'est d'abord de l'image. Et donc, à une époque, je prenais une caméra à l'épaule pour faire les interviews en même temps. Et ça crée une relation différente aussi, parce que on n'est pas dans l'habitude du talk show. Et puis, un jour, Mylène Farmer, il y a donc un certain temps, m'avait demandé de renverser les rôles que vous vouliez faire ici. Et donc, de m'interviewer en me filmant. Voilà. Et donc, elle me posait des questions assez intimes. Oui, je sais. Elle disait que vous aimiez les bonnes sœurs. Non, elle me demandait quels étaient mes fantasmes. Alors, au bout d'un moment, elle m'avait répondu que c'était tout ce qui était ecclésiastique était un fantasme pour elle. Donc, j'ai été dans le même sens. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. C'est de la politesse, alors. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué par tous ces anniversaires? Oui, en fait, j'aime pas ça, mais je n'aime pas la nostalgie parce que c'est toujours un peu, le mot est triste déjà, c'est un mot triste. Mais en revanche, j'aime les beaux souvenirs. C'est pas la même chose, qui sont joyeux. Donc là, on a plus parlé de beaux souvenirs que
que d'anniversaires, même si, bon, c'est les anniversaires, les 40 ans de Canal+, Voilà. les 20 ans de ceci. Les 20 ans du Grand Journal. Les 20 ans du journal. Et puis un anniversaire qui est d'ailleurs, je trouve que c'est pas très courtois que les gens parlent du 3e anniversaire, de mes puisqu'il n'est 80 qu'en ans. avril 2025. Oui. Alors, Donc les gens vous annoncent un chiffre avec un 8. C'est une escroquerie de Yann Barthès. Oui, c'est ça. C'est peut-être même de la jalousie. Et oui, tout à fait. Oui. Donc je lui ai dit, mais moi j'ai 79 ans et demi, je suis comme les enfants, c'est pas pareil. Et demi, c'est pas la même chose, quoi. Donc, mais bon, comme ça, j'ai anticipé. La promo de toute première fois aux éditions Flammarion, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu donc Léa Salamé, Yann Barthès, il y a eu beaucoup de choses. Oui, il y a eu pas mal de choses. Oui, j'ai fait un petit tour de C'était quoi piste. l'émission la mieux? C'est celle-ci. Voilà, évidemment. merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas faire un peu l'autopromo de mon chapitre? Est-ce que Oui. mon chapitre, où je raconte mes débuts à Canal+, est-ce que ça n'est pas le plus passionnant Oui, tout à fait, parce que il est, enfin, tout le monde est assez sincère. Je dois remarquer que personne n'est dans des numéros de cabot, et tout le monde est assez sincère dans son parcours. Et vous, particulièrement, quoi. C'est vrai que vous arriviez d'un passage compliqué sur la chaîne, où en principe, vous aviez peu de chances d'être sauvé. Oui, c'est vrai. Et vous l'avez été. Mais tiens, ça me permet de vous demander, pour la première fois de ma vie, qu'est-ce qui vous a pris, alors que j'avais complètement planté l'Access Prime Time de Canal+ avec l'Hyper Show, qu'est-ce qui vous est passé par la tête de me reprendre? Parce qu'on ne sait pas tout faire, et vous aviez fait une chose que vous ne saviez pas faire, mais vous saviez faire ce que je vous ai demandé. Voilà, c'est tout. C'était d'être chroniqueur littéraire au Grand Journal. Voilà, tout à fait. Donc de parler de littérature tous les soirs dans un talk show qui essaye en même temps de faire de l'audience, de toucher du monde. C'est une discipline difficile que peu de gens savent faire et que vous avez su faire. Voilà. Ben oui, c'est la vérité. Bon, alors, donc, à part moi qui a écrit le meilleur chapitre, moi je sais qui a écrit le chapitre le plus dingue, c'est Frédéric Bell. Oui. Alors Frédéric Bell, là, c'est très très drôle, elle est complètement... On le sait, mais c'est une qualité d'ailleurs. Elle est un peu dingo. Mais sinon, il y a des chapitres qui sont émouvants. Oui, il y a des chapitres très émouvants, il y a des chapitres improbables. En fait, ce sont que des histoires improbables. La vôtre en est une, d'une certaine façon, vous venez de le dire. Celle les plus symboliques, disons, de ce que ça a été, ce qu'a pu apporter Canal, c'est Jamel et Omar Sy, quoi, qui partaient de loin, si je puis me permettre, et donc qui sont arrivés là par... tout le monde a réussi des concours de circonstances, quoi. Donc, mais il faut être là au bon moment quand ça se présente. Et donc ça a été comme ça pour eux. Omar, il a emmené Jamel à Radio Nova parce qu'il était seul à avoir le permis à Trappes. Et une fois à Radio Nova, il a mis un doigt de pied dedans, il a fait un jour une improvisation, etc. Et maintenant, il est... Voilà. Non, c'est vrai que c'est... Et puis alors, est-ce que là, puisque c'est donc les 40 ans de cette chaîne, est-ce qu'on peut tirer un bilan de Canal+ aujourd'hui C'est d'abord, quand ça a été créé, c'était il y a très très longtemps. Vous étiez à peine né, donc oui. J'avais quand même 18 ans. Oui, enfin bon. Ce qui permet de calculer mon âge. À peine majeur, oui, voilà, juste majeur. Juste majeur, donc à peine responsable à cette époque-là, en tout cas. Et donc, il y avait que 3 chaînes, donc on a créé une 4e chaîne. Enfin, c'est André Rousselet qui a créé qui était un grand patron, un grand créateur d'entreprise, et donc qui a créé cette chaîne qui était condamnée à l'échec par l'opinion, la presse en général à l'époque, parce qu'on disait qu'on n'y avait que 3 chaînes, 3 chaînes de service public, un peu plan-plan, voilà, et qui fonctionnaient bien. Et donc là, c'était payé pour regarder la télé, et qu'est-ce qu'on va voir? Et ça n'a pas marché tout de suite. Ça n'a pas marché du tout au début. On avait 180 000 abonnés. Pendant 6 mois, on a été au bord du gouffre, et puis ça s'est mis à décoller. Et voilà, donc après, il y a eu 5-6 chaînes, et aujourd'hui, il y en a une centaine. Donc les choses sont différentes. Pour exister, il fallait avoir une identité forte. Donc il y a eu des références fortes de programmes en clair pour permettre aux gens de se rendre compte de ce que pouvait être la chaîne. Et aujourd'hui, c'est autre chose. C'est une plateforme de distribution. Oui, mais alors, ce qui m'a choqué, moi, c'est que les 20 ans du Grand Journal et les 40 ans de Canal+, ils ont été célébrés sur une chaîne concurrente, sur TMC, avec cette émission où nous étions, tout à fait, animée par Yann Barthès. C'est surprenant que Canal+ n'ait pas célébré les 20 ans du Grand Journal. C'est pas moi qui ai la réponse. J'y suis pas. Mais en tout cas, ils nous ont permis de le faire, donc c'est déjà pas mal. Parce que moi, j'ai une réponse. Vincent Bolloré a été devant une commission d'enquête parlementaire et il disait « Ah, le Grand Journal, c'était la fête au village, c'était des gens qui dépensaient beaucoup d'argent. Heureusement, on s'en est débarrassé. » Il a dit des choses un peu désagréables sur... J'ai pas entendu. Moi, je me souviens pas de...
Superbe. Je ne peux pas tout écouter, mais en tout cas, on dépensait de l'argent, mais moins que la chaîne n'en gagnait. Donc, c'est quand même pas mal Oui, oui, dans donc le c'était business, quand quoi. même rentable. Oui, Ouais, c'était rentable, tout à fait. Euh, Confirme. Et en fait, c'est vrai que ça a été décidé aussi pas que par des anciens de Canal+ et du Grand Journal. Rodolphe oui. Belmer, patron de Canal et patron de TF1 et de TMC, Aujourd'hui, oui. etc. Et Yann et Laurent Bon, etc. Laurent Bon, le producteur du Disons, quotidien. la famille de l'époque Voilà, a exactement. migré, Oui. et nous suivons toujours les migrants. Voilà, Laurent Ouais. Bon, je précise, produit aujourd'hui Quotidien et produisait le Grand Journal à l'époque. Canal a été créé par des anciens d'une émission, Les Enfants du Rock. Oui. C'était Pierre Lescure, Alain Alain de Greff, Antoine Decaune. Mais vous n'étiez pas aux Enfants du Rock, alors pourquoi ils vous ont pris? Parce que je connaissais Pierre depuis. J'avais travaillé avec Pierre. Pierre était à une époque patron de RMC. Il y a eu une époque où RMC était disons, parisianisé un peu. Et donc Pierre était patron. Et à ce moment-là, je faisais des émissions à RMC où j'étais entré il y a longtemps avec Yves Mourouzi. Et on s'est connus à ce moment-là. Et on est devenus potes, voilà, pour pas dire amis. Et donc, on avait toujours gardé le lien. Et il m'a appelé très tôt. Il m'a dit que j'avais été le deuxième à avoir été appelé après Alain de Greff. Donc, j'étais appelé en 84, au printemps. J'étais à TF1. Je faisais les dimanches après-midi. Je commençais à avoir un petit peu pignon sur rue. Et puis là, j'ai pas hésité une seconde. Et c'était pour faire la première télé du matin. Il n'y en avait pas encore en France. Donc, je suis parti à ABC pour vivre avec Good Morning America, le talk show américain. Je comprenais, comme en anglais je suis moyen, je disais yes, même quand je ne comprenais pas. Mais je suis revenu en ayant compris un peu comment ça marchait. Quand même. Le rythme n'est pas le même le matin que le soir. Oui. Vous avez la réputation, c'est vrai d'ailleurs, d'être pudique, élégant. Moi j'ai dit discret l'autre jour à la télé. C'est votre différence avec les autres animateurs. On est comme on est. Je cherche pas à être différent, quoi. Non, mais on peut pas se montrer autrement qu'on est quand on est tous les jours. Mais d'où ça vient parce que les animateurs de télé souvent pètent les plombs. Je veux dire, même quasiment 9 sur 10 ont à un moment la grosse tête, Yann Dingo. Moi, j'ai été sauvé. C'est jamais arrivé, ça? J'ai été sauvé de ça. Si, j'étais au bord comme tout le monde, mais j'ai été sauvé de ça par ma famille, quoi, par ma femme et mes deux filles qui m'ont quelquefois affectueusement m'ont réduit le tromblon, quoi. Donc, garde les pieds sur terre. Quand je rentrais, que j'avais l'impression d'avoir fait un truc. Bon, déjà, de toute façon, les gens vous remettent d'aplomb parce que vous faites une émission de temps en temps. On pense qu'on a fait un truc super et vous allez dîner à un resto. Il y a un mec qui dit mais ton costard tu l'as acheté où là? Parce qu'en fait les gens on dit qu'on regarde la télé, on dit pas qu'on l'écoute. Hein. Donc les gens ils vous regardent et puis bon ils écoutent éventuellement ce qu'on dit. Et donc effectivement j'ai été sauvé surtout par chez moi, quoi. Voilà, par ma femme et mes filles. C'était quoi les moments les plus dangereux? Est-ce que c'était par exemple quand vous étiez au fond d'une piscine avec Coluche à Cannes, ou est-ce que c'était de prendre l'hélicoptère pour aller voir Paul Narev dans le désert à Los Angeles? Et les moments où Michel Denisot a perdu le contact avec la réalité. C'était un peu à Cannes, parce qu'à Cannes, on vit dans un blockbuster, on vit dans un film du matin au soir. C'est-à-dire, vous avez connu ça, vous êtes au Martinez, vous prenez l'ascenseur, dans l'ascenseur, il y a Sharon Stone. Voilà, il y a des réalisateurs américains qui me disaient « Ah, je vous vois tous les ans à 2h du matin dans l'ascenseur du Martinez, je suis content que vous êtes toujours là, etc. » Donc, on vit dans un autre monde, et effectivement, là, on vit dans une grosse bulle, quoi. On est déconnecté de tous les problèmes d'intendance familiale, de tout, quoi. Donc, oui, c'est dangereux. C'est vrai que c'est là que c'est dangereux. Ouais. Mais enfin, moi, je peux témoigner parce que j'étais au Grand Journal à Cannes avec vous et vous alliez vous coucher assez tôt par rapport à moi. Ce qui prouve que vous êtes un grand professionnel et que moi... En tout cas, il faut bien gérer le timing dans ces cas-là. La première semaine, il ne faut pas sortir beaucoup. Oui, c'est ça, c'était mon erreur. En fait, le Festival de Cannes, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Il faut gérer. D'ailleurs, dans le livre, je raconte un conseil que vous m'aviez donné, parce que je me baladais... Soleil, Voilà. Je me baladais avec des lunettes noires, et là, qu'est-ce que vous m'avez dit? Oui, mais ça me fait toujours rire les gens qui sont connus, qui mettent des lunettes de soleil pour pas qu'on les voit. Or, on les regarde 2 fois plus. Donc, c'est totalement hypocrite. Et donc, ça veut mettre une distance avec les gens qui n'en est pas une. Au contraire, c'est un aspirateur à regard.
Oui. Et donc, faut pas le faire. Faut pas le faire. Puis, à mon avis. Non, mais hein. même dit plus que ça, mais il dit ça donne l'air arrogant. Oui, Ça donne l'air désagréable ouais, je me et antipathique. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous mettez jamais de lunettes de soleil? Non, vraiment pas. Non, même non. au sport d'hiver même... Ah bah si. L'émission que vous avez préféré faire, est-ce que c'est La Grande Famille, Mon Zénith à moi, Le Grand Journal? La réponse varie selon les jours. En plus, bon, j'ai bien aimé, le Grand Journal, c'est le dernier truc qui a marqué un peu, quoi. Et sinon, j'ai bien aimé Mon Zénith à moi. C'est un truc très ancien dont les gens gardent une marque. Ouais. On avait du temps, quoi. On passait une heure en tête-à-tête, c'est comme... c'est un luxe, moi, j'ai copié le concept de... Tout à fait, mais ça ne m'appartient pas non plus. Non, mais c'est vrai que le tête-à-tête, c'est compliqué, parce qu'il faut... justement, c'est là où je demande un cours. Regardez, vous avez beaucoup travaillé. Alors, il faut travailler, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il faut commencer... Écouter, là, on a commencé par la promo du livre. Écouter, mais progressivement, on va basculer dans les trucs plus personnels. C'est ça qu'il faut faire? Oui. C'est bien? D'accord. Oui, il faut toujours commencer par être agréable avec les gens pour qu'ils se détendent. Oui. Et puis après, on peut entrer dans des choses qui sont plus... faut pas commencer... ça dépend. Par exemple, moi, j'ai revu dans les archives, là, justement, un truc, je me disais, mais difficile à faire aujourd'hui. De temps en temps, je fais une interview de Sophie Marceau et je commence directement. Est-ce que vous aimez vos initiales? Et effectivement, c'est pas évident, quoi. Oui, non, mais il faut. Mais parce que ça, c'était une mode à un moment. Et elle répond très bien. Hein. Oui, elle répond très bien. Oui. Elle ne va pas promener, quoi. Je sais plus ce qu'elle dit, mais elle arrive à s'en sortir. Le M, enfin bon. Oui. Non, c'était la mode à un moment. C'est plus le cas tellement aujourd'hui, mais de rentrer dans les invités, d'être agressif, de leur sortir la chose qu'ils ne veulent pas dire, de leur poser la question qu'ils ne veulent pas. Mais c'est ça. Après, c'est des numéros d'animateurs. Oui. C'est pas la même chose. Je pense qu'on n'obtient pas grand-chose en étant agressif, sauf de faire un numéro, puis on se fait une marque qui marche bien, et tout ça attire des clients aussi, ça marche très bien en audience. Mais on n'obtient pas grand-chose en réponse, quoi. Je pense que c'est plus en mettant en confiance les gens qu'on obtient des réponses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les réponses. Et j'ai l'impression que dans les interviews comme ça, d'une heure en tête-à-tête, ce que vous faisiez, et qu'il faut faire, mais dites-moi si je me trompe, c'est beaucoup se documenter, et puis ensuite oublier la documentation. Absolument, c'est ça. Il faut être équipé vraiment au maximum, et on n'utilise en gros que 10% de ce qu'on a fait. Il ne faut pas vouloir à tout prix montrer qu'on a travaillé. La télévision en particulier, il faut travailler beaucoup, et à l'antenne, avoir l'air de ne pas avoir travaillé. Il ne faut pas être besogneux, être là accroché à sa fiche et chercher à tout prix à vouloir montrer qu'on a travaillé. Mais quand même, vous aviez des références parce qu'il y avait des gens qui avaient fait ça auparavant. Alors, je vais vous donner une liste d'ancêtres. Lequel vous a le plus influencé? Jacques Chancel, Michel Drucker, Denise Glaser, Philippe Bouvard, David Letterman. Alors, Denise Glaser, oui. Et Yves Mourouzi, qui n'est pas dans la liste, avec lequel j'ai travaillé pendant près de 3 ans quand j'ai démarré le journal de 13h de TF1 à l'époque avec lui. J'ai pas le souvenir qu'il faisait des longs entretiens. Non, mais c'est ça. Alors, il ne faisait pas des longs entretiens, parce que c'est le journal, mais c'est la façon de travailler, c'est-à-dire de créer du lien avec les gens qui font l'actualité et de rester libre et indépendant. Voilà, ça, c'est une discipline pas facile, mais qu'il maîtrisait formidablement bien, quoi. C'est-à-dire que chez lui, il y avait les gens, quand on allait chez lui, tous les gens qui faisaient l'actualité étaient chez lui, quoi. Chez lui, à son domicile, le soir. Et le lendemain, il les traitait comme s'il ne les avait pas vus la veille. Et sans avoir dormi entre les deux. Ah bah oui, bien sûr. Mais il avait des lunettes de soleil. Oui, voilà. Et parmi les animateurs actuels, lequel serait votre héritier? Là aussi, j'ai une liste. Il n'y a pas d'héritier, chacun est comme il est. Je veux dire, oui, allez-y. Léa Salamé, Yann Barthès, Anne-Elisabeth Lemoine, Cyril Hanouna ou Nathalie Lévy qui anime En Aparté. Oui, Nathalie Lévy, j'ai fait En Aparté, je trouve qu'elle travaille très bien. Très, très bien. Oui, elle est sensible et en même temps, elle pose elle va chercher quand même, les réponses. C'est bien produit, bien fait. Tout le monde a son talent, je n'ai pas non plus ne vous grillez pas avec tout le monde. Non. Mais je pense que Yann aussi. Yann, ayant démarré avec vous, aujourd'hui c'est lui qui a un peu le talk show de 19h. Oui, tout à fait. Et c'est la même école, quoi. Mais Léa Salamé, il y a une chose qui compte aussi, c'est Léa Salamé, ça marche bien parce que d'abord elle travaille et puis deux, on voit qu'elle aime ce qu'elle fait. Oui. Et c'est bien son plaisir, elle transmet son plaisir d'être là, quoi, de faire le truc. C'est bien. C'est vrai.
est-ce que venir du sport a changé la manière que vous avez de travailler? Qu'est-ce que ça apporte comme qualité de venir du journalisme sportif? Ben, en fait, je suis venu, avant le journalisme sportif, je suis venu du journalisme de la presse locale à Châteauroux. J'ai commencé très tôt à m'intéresser à ce métier. J'ai su à 15 ans, en rentrant pendant les vacances dans un quotidien local, ce que je voulais faire d'un seul coup. Et puis, j'ai commencé par accompagner les localiers de la presse régionale, c'est-à-dire que je faisais les avis d'obsèques, des choses comme ça. Ça prend de la rigueur, parce qu'un avis d'obsèques, on ne peut pas non plus ajouter des commentaires, de la fantaisie. Ça pourrait être précis, quoi. Donc, on ne peut pas faire trop de blagues. On ne peut pas faire de vannes. Donc, oui, c'est ça. J'ai une sorte de rigueur presque janséniste. Alors après, le journaliste sportif aussi, c'est les gens qui regardent le sport, ils connaissent le sport. Vous pouvez pas, faut pas se tromper, quoi. Or, le direct, c'est jamais parfait, hein. Quand on fait du direct, après toute la soirée, on y repense. J'aurais dû. Ouais. Mais c'est fini. Il n'y a qu'une prise. C'est pas. Voilà, c'est comme si un romancier n'écrivait tout que d'un seul trait. Peut-être qu'Amélie Nothomb le fait, mais je sais pas. Et ne corrigeait plus rien. Donc c'est compliqué. Donc là, le direct, c'est ça. Donc, mais j'aime beaucoup ça. C'est un espèce d'adrénaline, de stress et d'exigence, et d'être en éveil à bloc pour être le plus juste possible, et on n'y est jamais. Donc j'ai compris que pour progresser, ce qu'il faut, c'est que je me lance dans le commentaire sportif. Il n'y a pas que des bons. Hein. Je vais y réfléchir. La question qui tue, ce film, toute ressemblance avec des personnages. C'est quoi la fin du titre d'ailleurs? Toute ressemblance, c'est tout. Ah, c'était tout, d'accord. Ouais, 3 petits points. C'était un film qui a marché relativement. Mais non, moi qui a mal marché. J'en ai fait un aussi comme ça. Hein, donc, mal marché. Mais alors c'était une bonne expérience jusqu'au tournage. Ah bon? Ouais, le tournage, ça s'est bien passé et tout, c'était bien. Et après, c'était plus compliqué, quoi. C'est-à-dire que après, beaucoup de gens sont mêlés du montage. À la fin, c'était même plus mon film. Hein. À part les 20 premières minutes, après, j'ai fait un montage et tout. Après, on a dit, ouais, d'accord, c'est bien. Puis après, on m'a enlevé le film. On l'a donné à un autre monteur qui a rajouté des séquences. Ah oui. Et après, bon, j'ai pas fait d'histoire parce que je voulais pas faire d'histoire. Mais c'est ça le problème. Vous êtes trop gentil parce qu'un réalisateur doit être obstiné. Oui, mais si je devais en refaire un, je ferais. Avant de faire le film, Jamel m'avait dit surtout n'écoute personne. Et j'ai écouté tout le monde. Ah, voilà, donc ça. Oui, ça n'enlève pas que ma responsabilité. Hein. Oui. Mais bon, j'ai ma part de respect. Mais c'est moi qui endosse. Mais là encore, j'ai endossé. Si je dis 3 choses, et quel est le meilleur souvenir des 3? Est-ce que c'est d'avoir été cinéaste, d'avoir été le patron du Paris Saint-Germain, ou d'avoir dirigé Vanity Fair? Quand même, 3. En fait, Denisot a fait beaucoup de métiers. Oui, j'ai fait beaucoup de métiers. En fait, c'est un 4e aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est de faire un document. Après le film, qui n'a pas marché, donc, etc., où les critiques ont été un peu dures pour moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour remonter la pente? Et j'ai dit un truc qu'à moi, parce qu'on m'aurait pris pour un mégalo et tout, j'ai dit, il faudrait que j'aille à Cannes. Bon, tu viens de faire un film qui marche pas très bien, machin et tout. Donc, j'ai rien dit. Et puis, j'ai une relation depuis longtemps avec Paul Rassam, qui est un producteur mythique du cinéma français, et cinéma américain surtout. Et ça fait 30 ans que je lui dis, j'aimerais bien raconter ta vie, puis 30 ans qu'il me dit non. Et puis, un jour, il y a 2 ans à peu près, il m'appelle, et il me dit, je suis avec Thomas Langman, on demande toujours des documentaires sur la famille, on n'en fera pas, sauf si c'est toi. 10 minutes après, j'étais chez lui. Ouais. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire après? Donc, j'ai demandé j'ai dit, bon, qui est-ce qui est à Cannes maintenant? C'est plus Canal, c'est France Télévisions. Oui. Donc, je vais aller vers France Télévisions pour faire le documentaire. Donc, je suis allé avec Renaud Levanquim, qui a ses entrées à France Télévisions. On est allé à France Télévisions. Première réunion, on dit, ah, ça serait bien si vous étiez prêt pour Cannes. Je dis, ah bon, j'y avais pas pensé. Et là, donc, j'étais à 200 à l'heure et on était prêt pour Cannes. On a été sélectionnés, c'était une super soirée. Ouais. Donc, j'étais content de Donc, ça, pour répondre à votre question... Le bon souvenir, c'est de monter les marches, enfin, non plus en tant qu'animateur, mais en tant qu'artiste. Et puis, le documentaire a été très bien reçu. Il y avait vraiment tout le Gotha du cinéma mondial. J'étais très heureux. Bon, c'était aussi pour Paul Rassam et la famille avec Dimitri et Carole Bouquet. Il y avait toute la famille de Monaco. C'était vraiment un beau moment. Mais c'est quand même amusant de se dire que l'un des plus grands intervieweurs français, en fait, il avait envie de changer de camp, de passer de l'autre côté. C'est comme quand j'étais journaliste sportif, je suis devenu président du PSG. Quand on est journaliste, on croit qu'on sait, puis quand on faut faire, on se rend compte qu'on ne sait pas forcément. Et alors justement, ça fait quoi de passer de l'autre côté?
Parce que toute votre vie, vous avez posé des questions à des acteurs, des cinéastes, des chanteurs. Là, vous vous retrouvez du côté de celui qui fait le numéro de claquette. Ouais. Vous n'avez pas trouvé ça extrêmement dur? Vous voyez à quel point c'est cruel? Non, quoi. c'est une expérience. Oui, c'est une expérience. Toute expérience est bonne. Je crois que le seul échec dans la vie, c'est de ne rien faire. Après, on apprend quand ça marche pas de faire des choses. J'ai appris à faire des choses aussi avec ce qui marchait pas, même à la télévision. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que alors vous pourriez imaginer d'autres choses. Par exemple, il y a beaucoup d'animateurs de télé qui montent sur scène. Pivot l'avait fait, il allait sur scène au théâtre. Michel Drucker aussi a fait une tournée comme ça où il racontait ses souvenirs. Ça, c'est pas quelque chose qui vous tente? Non. Parce que je trouve que c'est un peu triste. Personnellement, je trouve ça un peu triste. Mais... Bah écoutez, j'aime pas ce qui est triste. J'essaye de l'éviter. Non, quoi. mais moi, je l'ai fait. Je suis allé lire des textes sur scène. Ah, mais c'est pas J'ai pareil. bien aimé. C'est pas pareil. Lire des textes, c'est pas pareil. Raconter ses souvenirs du grand journal. Non, j'aime pas ça. Franchement, là, toutes ces émissions qui ont été faites pour la... Bon, en fait, c'était autour de la sortie du livre, mais j'étais content de les faire. Mais ressortir les archives, Ah oui? ça me... Ah, moi, je trouve... Mais c'est Bon, pourquoi? oui, bon. Ça rend mélancolique? Non, mais je me dis... j'ai tendance à me dire... les compliments me gênent un peu et puis je trouve que c'était pas si bien que ça, quoi. Voilà. Ah bon? Oh. Non, mais franchement, c'est ce que je ressens. Et c'est pas la peur du truc qui est le plus horrible à entendre, ce mot has-been. Ça, c'est affreux. Je pense pas du tout que ce soit le cas. Ouais. Mais Non, quand on regarde des archives, on se dit merde, ça y non. est, ils sont en train de me. Non, je pense pas que ça a été perçu comme ça. Enfin, j'en sais Non, rien. je crois En tout pas. cas, Non. mais j'aime pas. J'ai envie de faire autre chose, quoi. Voilà. Ouais. Surtout, j'ai envie de faire autre chose. Le meilleur conseil que vous avez donné, j'ai vu, c'était à Nathalie Iannetta. Vous avez dit ça dans le livre. Ah oui, hein. quand tu... Toute ma vie, j'ai fait comme si... Oui, en fait, sa première télé, j'étais patron des sports à l'époque à Canal, et je vais sur le match où elle est, puis elle est avec ses fiches, et juste au moment de prendre l'antenne, paf, je lui ai arraché ses fiches. Et donc, évidemment, elle était bien meilleure que si elle avait eu ses fiches, mais ça l'a choqué. Et je lui ai dit surtout... Ne m'arrachez pas mes fiches, s'il vous plaît, je serai paumé. Et donc, je lui ai dit surtout, quand tu regardes la caméra, pense à quelqu'un et tu parles à quelqu'un. Voilà. Et comme ça, tu seras beaucoup plus convaincante, beaucoup plus dans le ton pour vendre ton propos. Là, par exemple, là, on regarde la caméra, mais quand vous parliez à la caméra du Grand Journal, par exemple... Ça m'arrivait de penser à quelqu'un. À qui? À Martine? Ça m'arrivait de penser à Martine. Ah, d'accord. Vous dites, tiens, je parle à ma femme. Voilà. Ça permet d'être un peu plus naturel, spontané. Oui. D'accord. Oui, et puis, on oublie aussi les 250 personnes qu'il y a autour. Et vous pensiez à qui, là? Là, je pensais à Lara. Voilà. Coucou. Donc, ça devient un petit peu émouvant. Mademoiselle Agnès témoigne aussi dans le livre. Alors, elle dit... Je pense qu'on a vécu la meilleure période de tous les temps dans l'audiovisuel. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est possible. Oui, c'est possible, mais c'est pas fini. Après, mais si, ça a changé. Si, parce que les choses ont changé. Oui. Il n'y a plus les mêmes budgets. Il y a peut-être les gens se méfient plus. Les invités viennent moins. Ils ont un entourage qui protège. Ah oui, complètement. Ça, c'est nouveau. Vous avez connu une période où on pouvait recevoir une grande star, lui faire quasiment n'importe quoi en direct. Oui, on pouvait parler. Maintenant, c'est pas possible. Le propos était libre. Maintenant, c'est encadré. Tout le monde vient avec des sponsorisés. Il n'y a pas un acteur ou un footballeur qui ne fait pas une photo avec comme ça pour qu'on voit la montre. Tout est comme ça, quoi. Et puis, il y a cette concurrence des réseaux sociaux, là, et des podcasts et tout ça, non? C'est pas ça aussi, ça, comment dire, il y a moins le côté cathédrale. Non, il n'y a pas de générosité, voilà, c'est clair. Maintenant, c'est de la vente. Tout est de la... Enfin, très souvent que de la vente, quoi. Par exemple, merci, c'est généreux. Il y a pas de... Oui, non, mais... Bon, on vend un livre, mais merci. Tiens, on va le remontrer. Voilà. Comme ça, Soisic Molko sera contente. L'attaché de presse de Flammarion. J'ai une autre question. Excellente attachée de presse. Excellente attachée de presse, bien sûr. J'ai une autre question, pas désagréable, mais comment avez-vous fait pour rester ami avec tout le monde alors que Thierry Ardisson s'est fâché avec tout Paris? Je ne connais pas pourquoi du comment de Thierry Ardisson, qui fait une très belle carrière, mais ami, c'est un grand mot. Hein, non, c'est bonne relation, oui. Ami, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'amis. Vous savez, un ami,
c'est quelqu'un qu'on connaît bien, mais qu'on aime quand même. Donc, Oui, voilà. c'est bien. Ouais. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est vrai que les gens ont gardé de vous une image Bah, positive. j'ai pas fait de... Vous ne piégiez personne. Non. Si, ça vous est arrivé ou pas? Non. De piéger non. les gens, non? Non, j'ai eu quelques accrochages, mais vraiment 3 fois rien, qui sont nécessaires avec des gens. Si on ne s'accroche pas avec eux, c'est qu'on n'est pas... C'était peut-être plutôt les hommes politiques? Oui. Parce que là, tout d'un coup, le journaliste, quand il reçoit un artiste, peut-être il faut le valoriser, le mettre en confiance, mais quand c'est un homme politique, on a presque un devoir, Oui, enfin, un devoir de vérité. Ouais, non, puis il y en a qui venaient pensant qu'ils étaient en terrain hostile. Oui, je me etc. souviens, c'est le cas de Nicolas Sarkozy, Oui, que j'ai reçu Marine Le Pen dans cette aussi, émission. Une fois, et puis une fois Donc ils Mélenchon. avaient peur, ils étaient comment? Non, mais parfois ils sont très susceptibles, Oui. alors qu'ils sont dans un monde assez violent, mais ils sont susceptibles, très Non, susceptibles. puis ils avaient J'ai eu des accrochages avec Mélenchon aussi, parce qu'il m'avait pris pour un analphabète. C'est un peu excessif, quoi. Donc, je l'avais mal pris, et donc on s'était engueulé. Ouais. Il m'arrive pas souvent. Mais en direct? Oui. Ah, j'ai pas vu. C'était Ali Badou qui m'avait était là. succédé. En fait, mais Très bon Jean-Luc choix. Mélenchon fait une phrase en latin, genre, je ne sais plus laquelle, mais très connue en plus. Errare humanum est. Ouais, enfin un truc comme ça. Et il se tourne vers moi, il me fait c'est du latin, avec un geste de main. Et là, je l'ai très très mal pris. Ah oui? Ouais, parce Non, que c'est vous qui êtes susceptible. Ah non, mais parce que j'ai fait du latin, quoi. Donc, j'ai Ouais. pas non plus, tu vois. Donc, j'ai dit, mais vous me méprisez, quoi. Et mais non, mais pour qui vous vous prenez? Je dis, je me prends pour personne. Vraiment, le ton a monté. Dans les loges, après, ça a monté encore plus. Plus jamais je viendrai. Bon, on sait très bien que les politiques, quand ils disent qu'ils ne viendront plus dans une émission, ça dure 6 mois. Parce qu'ils ont besoin de venir et qu'on a besoin d'eux aussi pour faire le boulot, quoi. Et donc, au bout de 6 mois, il y avait la rentrée. Donc, je dis à les équipes, tiens, on va démarrer avec Mélenchon. Mais il vient pas. Il faut appeler. On appelle. Oui, il faut que je déjeune avec Denisot. Bon, on déjeune. Ouais. Il me prenait. Je me suis rendu compte, bon, on parle un peu de qui on est, quoi, qui je suis. Et donc, il me prenait vraiment pour un autre, en plus, sur ma vie. Était très loin de la réalité. Et puis, on a un point commun, c'est qu'on a été enfants de cœur tous les deux. Donc, ça, lui, ça se voit moins. Moi, ça se voit peut-être encore. Bah oui, le côté austère. Mais cela dit, c'est vrai que peut-être qu'il y a une chose aussi qui a changé. C'est que à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour mettre en boucle le bad buzz. Ouais. C'est-à-dire, s'il y a une engueulade aujourd'hui, ça va s'appeler un clash, il y aura ça partout, pour toujours. Ah, complètement. Alors que c'est peut-être ça qui a changé par rapport à précédemment. Où non, mais même l'autre soir, quand il y a eu à l'Assemblée une échauffourée, disons, entre un député Modem et un député LFI, j'ai regardé les chaînes dites d'infos, qui ne sont pas des chaînes d'infos, c'est des chaînes de débat. Mais ce truc-là, ça a duré 20 minutes. Et il n'y avait rien d'autre dans le monde, quoi. C'est complètement... Bon, OK, c'est pas bien, tout ce qu'on veut, mais il n'y avait rien d'autre dans le monde. Pendant, vous regardez un journal, il n'y a que ça. Oui, et ça va pas, quoi. En arrivant, avant qu'on commence l'émission, vous me disiez que vous étiez quand même très inquiet parce que, alors, vous avez connu beaucoup d'époques, pas connu Napoléon, mais j'ai pas dit ça, mais beaucoup de présidents. J'ai connu le général de Gaulle. Oui, moi aussi. Mais vraiment connu. J'ai serré la main. Ah oui, d'accord. Ah oui, pas moi. Oui, vous avez serré la main. Ah oui. J'ai serré la main au général de Gaulle. À l'Élysée. Oui, à l'Élysée en 1967. Voilà. Et donc, non, vous disiez, je faisais mon service militaire. Vous disiez là, la situation est inquiétante. Non, mais plus que ça, vous disiez, vous n'avez jamais vu ça. Enfin, vous n'avez jamais vu un tel bordel. J'ai jamais vu un merdier pareil, quoi, pour elle. Je ne sais pas comment s'en sortir. Parce que je ne vois pas où est la sortie, quoi. C'est ça. Oui. Après, il y a des problèmes. On dit, bon, il y a des solutions. Mais là, je ne vois pas où est la solution. Vu qu'on ne peut pas revoter l'Assemblée avant 9 mois maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, il faut faire avec. Parce que tous les politiques ne parlent que de 2027. Mais nous, on s'en fout, quoi. Oui. On est en 2024. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Voilà. Donc... Et quand vous dites c'est une situation inédite que je n'ai jamais vue, vous imaginez qu'il va y avoir quoi? Une révolution? Qu'il va y avoir... Je ne sais pas, je ne pense pas, mais je ne sais pas. Et l'arrivée de Donald Trump vers le 20 janvier à la Maison-Blanche aussi, le monde est très instable, quoi. Ça, depuis que vous êtes journaliste, vous n'avez jamais vu une situation pareille? Non, jamais vu une situation comme ça. Une chose que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas faite ou pas encore faite? J'aurais voulu être un artiste.
Là, j'aurais aimé venir ici pour un roman. Mais c'est pas trop tard. Voilà, nous avons une personne qui travaille dans une maison d'édition dans la pièce. Donc c'est une chose que j'ai commencé, j'écris deux pages, mais que je me suis arrêté, et donc ça demande. Ça peut être une nouvelle. Ça demande. Non, mais ça demande une rigueur, une discipline, puis un talent aussi que j'ai pas forcément, hein, mais de s'astreindre à écrire seul pendant des semaines et des mois. En fait. Si je peux me permettre un conseil à mon tour, puisque vas-y. Un tout petit peu tous les jours. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, je vais écrire, il faut que je fasse 200 pages. Il faut se dire, je fais un paragraphe, mais tous les jours. Ça peut prendre 10 minutes ou 3 heures, mais quelques lignes tous les jours. Voilà. D'accord. Bon, voilà, c'est un conseil qui est banal, mais qui fonctionne. Merci, c'est très bien, parce que j'ai pas pour l'instant, je bute devant l'obstacle et de dire, on dit toujours qu'on n'a pas le temps après, alors j'ai le temps. Oui. On a le temps. En fait, on a le temps. Oui, enfin, il faut s'imposer une discipline quand même. C'est ça. Dans la vie, on a le temps. Une célébrité que vous auriez aimé rencontrer et que vous n'avez jamais rencontrée. Parce que vous avez rencontré à peu près tout le monde, mais peut-être Non, pas tout le monde, mais vivante. Oui, c'est mieux. Vivante ou morte, je sais pas. Vivante, c'est plus pratique. Disons contemporaine de votre carrière. Comme personnalité spirituelle et religieuse, je n'ai rencontré que le Dalai Lama, qui m'a fortement impressionné, Dharamsala, mais j'ai jamais interviewé ni le pape. J'ai jamais interviewé le pape, mais il donne rarement des interviews en tête-à-tête, je crois, déjà. Ou d'autres religions. J'aimerais bien ça. La spiritualité m'intéresse. Bah oui, depuis que vous étiez enfant de cœur. À Châteauroux. Ça, j'étais un enfant de cœur, pas très discipliné, pour tout vous dire. Je faisais des choses qui sont pas bien. Alors, quoi, par exemple, de me piquer les hosties Oui. C'est bon, hein, c'est un bon goût. C'est un peu sec, mais. Je faisais des trucs vraiment pas bien. Quoi comme. Des choses comme ça. Ou alors. Confessez-vous, mon fils. Ou alors, pour les gens qui connaissent la messe, quoi. Il y a 2 burettes avec l'eau et le vin. Et donc, en général, le prêtre n'aimait pas trop qu'on mette d'eau et préférait qu'on mette du vin. Et je faisais l'inverse, c'est-à-dire que volontairement, évidemment. Vous forciez le prêtre à être sobre. Oui, donc au moment de l'eau, je mettais le truc d'eau dans le calice. Et au moment du vin, je faisais juste un petit truc et il me prenait la main pour me mettre dedans. Le grand jeu de cette émission, c'est devine tes citations. Je vais vous lire des citations de vous. Ah oui. Vous devez me dire où vous avez dit ça. Julien Doré est monté d'un ton, maintenant c'est Julien Rémy. Oui, j'ai dit ça sur les réseaux sociaux. Eh ben non, c'est dans un livre. On peut rire de tout sauf en mangeant de la semoule. Oui, j'avais pris. C'est pas de moi en fait, j'ai pris. Voilà. On peut rire de tout sauf en mangeant de la semoule, qui est un titre remarquable à la Michel Audiard. Et c'était en 2020. À la Coluche aussi, c'est Coluche qui m'avait dit ça. Donc, c'était une sorte de compile de blagues. Et c'est vrai que vous êtes extrêmement populaire sur Instagram. Oui, ça marche. 300 000 followers en publiant des blagues. Aujourd'hui, mais c'est vous qui le faites vous-même Oui, je fais ça moi-même. Je suis un petit artisan. Mais j'aime beaucoup ça. J'en reçois beaucoup. J'ai beaucoup de dealers de blagues qui m'en envoient tous les jours. Mais vraiment, j'en reçois des dizaines et des dizaines. Donc, je file, je sélectionne et je fais une petite galerie d'exposition. Et alors là, par exemple, il n'y a pas une petite blague du jour là Non, parce que ça peut venir dans la conversation. Là, quand on me dit « est-ce que tu as une blague ?» J'en ai pas. Mais peut-être il y a un mot que vous allez me dire qui va m'entraîner sur quelque chose. Alors, autre citation. Attention, je vois bien. Si tu n'aimes pas ça, il faut savoir arrêter. Est-ce que j'ai dit ça, moi ? Oui, vous avez dit ça. Mais en fait, c'était à propos de la télé. La télé. À propos de la télé. Si tu n'aimes pas ça, il faut savoir arrêter. Vous dites ça, c'est dans toute première fois, dans ce livre. Moi, j'ai arrêté souvent. Vous, c'était en juin 2013, après une émission qui avait mal tourné, c'était en mai 2013 à Cannes. Un type, un forcené, arrive et il y a des détonations. On ne sait pas très bien si ce sont c'était un pistolet à blanc. Un coup de feu, C'est un coup de feu. Alors après coup, évidemment, sur le coup, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, on nous fait évacuer à toute pompe et on est un peu... ça va très vite et donc, on s'est retranché dans un local à côté où on s'est retrouvé au milieu des marionnettes des Guignols. C'était au Festival de Cannes. C'était au Festival de Cannes, sur la plage du Martinez. Et
j'avais Daniel Auteuil et Christopher Valls avec moi en plateau. On s'est retrouvés là enfermés et on ne savait pas du tout ce qui se passe. On nous a rien dit, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec, deux mecs, et après, il s'est avéré que c'était pas dangereux en soi, parce que c'était des balles à blanc, mais bon, on ne le sait pas, c'est pas marqué dessus. Hein. Et en fait, je ne sais pas ce qui c'était, ce type. J'ai pas voulu connaître la suite. Où il était arrêté, etc. Mais c'était avant. Si ce serait aujourd'hui, il serait mort. Il aurait été abattu tout de suite. Quoi. Voilà, mais bon, c'est pas le cas. Dieu merci pour lui. Oui, parce que 2013, c'était avant le Bataclan. Voilà. Et donc le soir, effectivement, je me suis dit, ça a activé ma réflexion sur la vie, la mort, tout ça est relatif. Même j'ai discuté même avec Daniel Auteuil qui avait pensé même arrêter d'être acteur, quoi. Donc suite à cet incident. Oui. Ça te fait un coup sur la tête, et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Oui. Puis même si c'est bien, même si effectivement c'est en public, c'est dangereux, c'est dangereux tous les soirs. En fait. Voilà. Et un mois après, vous dites j'arrête le Arrêt Buffet, Mais c'est lié, donc. Ouais, un petit peu. Disons, je commençais à... Disons que j'ai fait ça pendant 9 ans. Ouais. Et tous les soirs, à 19h, j'avais des mécanismes dont je m'étais inspiré du sport, d'ailleurs, comme quand les joueurs font des matchs tous les jours, puisqu'il faut être en forme à un moment de la journée où, en général, on commence à être fatigué. Donc j'avais un rythme très précis de diététique et tout pour être bien. Mais tous les soirs, je rentrais sur le plateau à 19h00. Je regardais le chrono, j'avais des manies. Et tous les soirs, je m'asseyais, je me disais, j'ai vraiment de la chance d'être là, de faire ça, etc. Bon. Comme une forme de méthode Coué? Non, c'est que je le pensais vraiment. D'accord. Et la 9e année, je commençais à me dire, tiens, lui, j'ai déjà reçu 5 fois. Donc je commençais à avoir... L'envie était... Alors, pour que ça marche, ces trucs-là, il faut être vraiment obsédé par ça. Il faut être dans l'excès un peu, d'y accorder plus d'importance que ça en a. Je me rends compte après coup que ça n'en avait pas tant que ça. Mais sur le coup, il faut y croire beaucoup, quoi. Après ça, vous avez quand même continué à animer des émissions. Il y avait notamment une émission où je suis venu qui était vraiment bien. C'était sur les métiers. Oui, profession. Profession, alors profession écrivain, profession ministre. Ah, c'était bien. Il y en a eu des très très bonnes. Et donc, c'était que des gens du même métier qui se parlaient de leur boulot. C'était une adaptation d'un... C'est très très basique. Enfin, c'était une adaptation d'une émission américaine qui s'appelle Around the Table. Donc, et voilà, donc qui était très simple. C'était bien, réunir des gens du métier. Et là, maintenant, vous continuez à faire des trucs Non, je ne fais plus la télé. Je pense que j'ai fini là. Bon, on me propose encore de temps en temps d'en faire, mais je pense que j'ai plus très envie. On m'a proposé des quotidiennes, des hebdos. Oui. On continue quand même. C'est incroyable. C'est bien ça. Alors, je suis un physique de radio maintenant. Mais un late show, c'est fatigant un late show. Mais ce serait bien un late show. Alors, je réponds. J'ai répondu il n'y a pas très longtemps un truc. J'ai dit, je ne veux plus faire, sauf vraiment un truc exceptionnel, quoi. Et il me dit, ah oui, vous avez une idée? Oui, j'ai une idée, mais enfin, c'est compliqué. Ah bon, c'est quoi? Je voudrais réunir des gens très, très connus, mais qu'on ne voit plus. Ah bon, c'est qui? J'aurais Gérard Depardieu, Nicolas Hulot, etc. Et là, ça s'arrête tout de suite. C'est vrai que ça aurait été... Oui, mais en fait, c'est un sujet intéressant. Bien sûr, c'est un sujet intéressant. Le club des cancelés. Non, mais comment vivent-ils aujourd'hui? Je pourrais peut-être être invité. Voilà. Donc, bon, enfin bref, donc ça s'arrête assez rapidement. Mais c'est pas la plaisanterie mise à part. Non, mais c'est un film. Un film, il y aurait que un documentaire, plutôt un documentaire. Une autre phrase sans être pour autant, je suis ni avocat ni procureur. C'est raconter la réalité. C'est ça qui m'intéresse dans la vie. C'est pas autre chose. Oui. Et puis alors, c'est le changement de vie qui est incroyable, bien sûr. Dernière phrase. Mon paradis, c'est ça, avoir tous vos yeux braqués sur moi tous les soirs. Oui, ça c'est dans mon film, toute ressemblance. Toute ressemblance avec des personnes existantes et purement fortuites. 2019, et c'était Franck Dubosc qui, on peut le dire aujourd'hui, jouait un peu PPDA. Mais c'était avant l'affaire PPDA. Oui, PPDA est dans le film d'ailleurs. Donc c'était avant. C'était un petit peu inspiré de lui. Un petit peu de lui, un petit peu à droite à gauche. Un peu Mourouzi aussi. Un peu Mourouzi aussi, oui. Il y a la fille de Yves qui joue un petit rôle aussi, Sophie Mourouzi. Et ça, le côté satirique, qui est ce qu'on appelle aux États-Unis la dark comedy, c'était ça sans me tirer la couverture, il y avait 99 francs dans le même genre. Vous pensez que c'est ça aussi peut-être le problème? Les gens ne sont plus prêts à voir des films si corrosifs? C'est peut-être ça. Mais je pense qu'en plus le film n'était pas assez corrosif. Le premier scénario était beaucoup plus corrosif, on m'a enlevé beaucoup de choses.
On m'a enlevé vraiment beaucoup de choses. Ah bon. Mais bon, c'est comme ça. Et oui, je pense qu'il faut être... En fait, il faut être extrêmement corrosif ou pas du tout. Au milieu, c'est moyen. Voilà. Oui, d'accord. Donc, j'étais au milieu. Est-ce que c'est vrai que, je reviens aux aspects coulisses de la télé, est-ce que c'est vrai, dans le livre, il y a marqué que Giscard a invité à dîner Louise Bourgoin et Pauline Lefebvre et qu'il s'est pris 2 râteaux. Alors, Ouais. c'est dans le livre, hein. Oui. Il y a eu des incidents comme ça, parce que c'était avant MeToo, puisque l'émission s'arrête en 2013, Ouais. et MeToo, c'est 2017. Vous avez vu est-ce que vous avez l'impression... Des renards. Voilà, oui. Ils étaient beaucoup sur Cécile Siméon à un moment. Oui. Avant, elle le raconte. Elle le raconte, Elle le oui. raconte très bien. Même Mademoiselle Agnès aussi. Elle a connu une époque très triviale où Guy Bedos à l'antenne la traite de salope, quoi. Donc c'est quand même aujourd'hui c'est impensable, évidemment. Mais oui, il y avait des lourdeaux qui venaient autour de la table et qui draguaient. Valéry Giscard d'Estaing était Mais il n'était pas lourdeau, il tentait sa Non, il n'était chance. pas lourdeau. Il invitait à dîner. Voilà, c'était très courtois. Il essuyait un refus poli. Oui, mais il recommençait. Ah bon, bon, autre anecdote quand même un peu embarrassante. Il lâchait pas. Embarrassante pour vous, attention. Ouais. Vous avez confondu Adriana Carambeu et Estelle Lefébure. Ah oui, un matin à Cannes, oui, tout à fait. Ouais. Un matin à Cannes, j'étais dans le hall du Martinez, j'avais dû me coucher un peu tard. Ce sont 2 jolies blondes Ouais. de grande taille, mais à part ça, elles ne se ressemblent pas du tout. Non, pas du tout. Non. Et donc, je vais voir Estelle Lefébure, c'est ça? Ouais. Et je lui dis, merci pour hier soir, c'était bien. Mais elle me dit, mais j'étais pas à l'émission. Et donc, j'ai reçu Adriana Carambeu. Voilà. Mais ça m'est arrivé 2 fois avec Estelle Lefébure de ne pas la reconnaître immédiatement. Enfin, de la reconnaître, C'est peut-être un signe, il y a peut-être une attirance cachée. Mais une autre fois, j'étais aux Oscars à Hollywood avec Pierre Lescure. Et puis bon, personne ne me connaît. Hein. Bon, on est dans le hall des Oscars et tout. Et je vois une blonde qui me sourit. Je dis, tiens, c'est incroyable ça. Et j'ai pas vu que c'était... En fait, c'était elle. Mais c'était la seule Française donc, qui pouvait me connaître qui est là-bas. Et j'ai mis 5 minutes avant de comprendre pourquoi. Elle voulait me dire, elle me disait bonjour. Hein. Oui. Voilà. Vous étiez pote avec Marlon Brando? Pote, non, mais c'est une anecdote justement aux Oscars. C'était en 2001. À l'époque, Pierre Lescure c'était la folie des grandeurs de l'époque de Jean-Marie Messier, où Vivendi avait racheté les studios Universal à Hollywood. Pierre Lescure, patron des studios Universal à Hollywood. Oui. On a le droit de péter les plombs. On part en Falcon 900 aux Oscars. Voilà. Vous voyez que Vincent Bolloré a raison de critiquer cette époque quand même. Oui, mais il a raison, c'est bien. Et Pierre était un nabab d'Hollywood, et donc je l'accompagnais partout. Et donc, toute la semaine, il y a des dîners. Alors, il y a des dîners où il y a des fêtes où il y a 250 personnes. Si vous êtes dedans, c'est que vous comptez un peu. Et on va à un dîner où il y a 40 personnes. Alors là, c'est le top du top, chez un producteur qui s'appelle Mike Medavoy, je crois, un nom comme ça. Et il y avait, on était vraiment dans un super blockbuster. Et il y avait Stallone, Schwarzenegger, Sharon Stone, il y avait tout le monde, et Marlon Brando. Et puis moi, j'étais vraiment l'inconnu de la soirée. Et au moment de l'apéritif, il y a une dame et un jeune homme qui me parlent en français. Et je vais vers eux, je discute avec eux. C'était la femme de Brando et son fils tahitien. Oui. Et donc, ils me connaissaient, ils avaient Canal+. Enfin bon, je suis tranquille. Bon, voilà, Et puis, au moment de se mettre à table, Brando vient vers moi. Il me dit, il parle très bien le français. Il me dit, ici, il n'y a que des pignoufs. Il n'y a que vous qui avez parlé à ma femme et mon fils. On dîne ensemble. Donc, on s'assied à une table. C'était des petites tables. Donc, j'ai dîné pendant 1 heure, 1 heure et demie avec Brando, sa femme et son fils. Donc, on a parlé pendant 1 heure et demie. Et il a renversé le truc, c'est-à-dire que c'est lui qui me posait des questions sur ma vie, alors que j'avais envie, évidemment, de faire le contraire. Il n'arrêtait pas. Et donc, j'ai trouvé effectivement il m'a parlé de Gérard Depardieu, avec qui il avait tourné. Il m'a parlé... Alors après, il ne m'a pas demandé où j'habitais. Enfin, il connaît bien Paris. Et après, j'ai une maison dans l'Indre qui appartenait avant à la mère de Maria Schneider. Donc, j'ai parlé de Maria Schneider. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'avait plus de contact, etc. Et puis après, j'ai dit, est-ce que vous voulez entrer en contact avec elle maintenant? Il me dit, ah oui, je veux bien. Il m'a donné son téléphone. J'ai appelé Maria Schneider. Je ne pense pas qu'il soit appelé pour autant. Mais enfin. Ouais. Donc, j'ai passé effectivement 1 heure et demie avec lui. Ah, oui. Et puis, j'ai dit, bon, après, tu dis, mais je serais bien que je fasse une interview. Donc, j'ai dit, mais vous pourriez venir à Cannes. À l'époque, je produisais les cérémonies de Cannes. Vous pourriez être président de Cannes. Il avait du mal à marcher déjà. Ouais, hein, donc, bon, les marches, vous pouvez les éviter. Enfin, bon, voilà. Et il me dit, écoutez, moi, je peux donner suite à vos demandes à une condition, c'est que
vous puissiez voir avec Jacques Chirac que mon statut fiscal dans mon île tahitienne change. Donc, je reviens à Paris. Ah oui, quand même. Oui, je reviens à Paris. Je connaissais quelqu'un qui était chef de cabinet à l'Élysée. Je l'appelle, je dis, voilà, Brando. Il me dit, mais vous êtes le 12e à nous appeler pour... Donc, j'ai pas pu changer le statut fiscal de Marlon Brando. Ouais. Mais j'avais son téléphone et je l'appelais. Et il était particulier, évidemment. Et donc, il avait un truc, il décrochait et il disait rien. Ah, d'accord. Alors, tu sais, au début, je croyais que c'était un répondeur gag, quoi. Ouais. Et en fait, non. Et parce qu'en fait, il ne voulait pas dire son nom ou il voulait que tu t'écoutes, tu parles dans le vide, et puis hop, tu t'en vas. Parce qu'il y en a qui aiment bien aussi tester l'effet de leur nom. Je pense à Alain Delon. Alain Delon, quand il l'appelait et qu'il disait « c'est Alain Delon ouais. », les gens sont un peu... ça calme. Ouais. Johnny aussi. Ouais. Alors, dans l'émission, il y a les conseils de lecture d'un professionnel. Alain Delon, j'ai une blague. Voilà. Alain Delon. Alors allons-y. Alain Delon, j'ai une blague que je lui ai racontée, mais qui évidemment n'a pas fait rire. C'est Alain Delon qui va au Vatican et qui est reçu en audience privée par le pape. Et au moment de la bénédiction, il s'approche vers le pape. Et le pape dit toujours les prénoms en latin. Et le pape fait à l'anus et dit non sur le front, comme tout le monde. Voilà. On enchaîne sans transition avec les conseils de lecture. Alors, je vous avais envoyé les questions avant parce que c'est toujours mieux qu'on a un peu préparé ce genre de truc. Oui. Donc, j'ai éventuellement des réponses. Voilà, il faut. Pas toujours. Alors, comme il faut que ce soit instagrammable, donc il faut regarder la caméra. Moi, je pose les questions, mais je ne suis plus là. Ouais. D'accord. Ok. Donc, je suis plus là. Un livre qui donne envie de pleurer. Les œuvres complètes de Philippe de Villiers. Un livre pour arrêter de pleurer. Boule et Bill. Un livre pour s'ennuyer. Un livre pour le Code civil. Oui. Un livre pour crâner dans la rue. Ulysse de Joyce. Oui. On n'est pas obligé de le lire, mais... Non, il est long. Un livre qui rend intelligent. C'est pas utile. Ah bon? Vous êtes déjà tellement intelligent? Non, pas pour moi, mais... On choisit. Un livre pour séduire. Un livre pour séduire, Belle du Seigneur. Un livre que je regrette d'avoir lu. Que je regrette d'avoir lu. Non, je vois pas. Non, j'apprends toujours quelque chose d'un livre. Du moment que c'est pas un livre de moi, ça va. Un livre que je fais semblant d'avoir fini. Ah oui, à la recherche du temps perdu. Mais ça, tout le monde répond la même chose. C'est bien. Autrefois, on n'osait pas le dire. Maintenant, ça y est, je crois que ça y est, maintenant, on a le droit de le dire. Le livre que j'aurais aimé écrire. La Bible pour les droits d'auteur. Oui, c'est vrai. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu? Le pire livre que j'ai... Oui. Vraiment, vous vous dites, par exemple, parmi les invités, les milliers d'invités que vous avez reçus, il y en a quand même, quelquefois, vous avez dû vous taper leurs livres. Oui, des livres... Et puis, vous étiez obligé de faire semblant d'avoir aimé. Il y a des livres que j'ai lus que les auteurs n'avaient pas écrits. Oui. Donc, Et le livre que vous lisez en ce moment? Je viens de terminer L'étranger de Camus. J'ai un peu de retard. Ah oui, je viens de 1942. Oui, mais c'est assez, c'est pas, ça va encore. En conclusion, quelle est la principale qualité d'un animateur de télévision pour les jeunes qui nous regardent et qui voudraient être Michel Denisot? J'ai une liste là. Alors, est-ce que c'est la curiosité? Il y a la curiosité, il y a parler à tout le monde de la même façon, quels que soient les goûts et les couleurs. L'humilité? Non, il y en a peu qui sont humbles. Non, c'est écouter, savoir écouter, qui est une forme d'humilité. Voilà, ça oui. Originalité? Oui, être soi-même. Je pense que les gens nous perçoivent tel qu'on est, parce qu'il y a des gens, et il faut qu'on vous croie, en fait. Vous donnez la même dépêche à 4 personnes. Vous les mettez devant une caméra. Et il y en a que vous allez croire plus que d'autres. Pourquoi? Il faut être crédible. Et ça, on l'est ou on ne l'est pas. Et mais c'est la sincérité. Il y a des gens que je ne crois jamais. Moi. Je ne vais pas dire des noms, mais ils peuvent dire n'importe quoi, je ne les crois pas. Et d'autres, je crois quasiment tout, et je me trompe aussi. Et bien sûr, ne pas porter de lunettes noires. C'est ça le principal conseil, évidemment. Merci beaucoup, Michel Denisot. Merci beaucoup, Cette émission vous est présentée en partenariat avec le Figaro Magazine.
C'est le magazine des Haribo, les Aristos Bohèmes. Ouais. Je rappelle, toute première fois aux éditions Flammarion. Et l'ingénieur du son, c'est Guilhem Pagelacce. La réalisation et le montage vidéo, c'est Chloé Becbédé. Et n'oubliez pas, lisez des livres, sinon vous mourrez idiot.